Bonjour à tous et bienvenue. Après quelques semaines plus tranquilles où certains sont partis en vacances et d'autres ont réduit un petit peu leurs activités, les divers intermédiaires et agents peuplant le monde du football commencent à se réveiller de nouveau puisque qui dit fin octobre dit l'aube du mercato hivernal. Alors évidemment, on parle de ceux qui n'ont pas envie d'être pris au dépourvu ou ceux qui également ont des joueurs qui ont besoin de plus de temps de jeu, particulièrement s'ils souhaitent être sélectionnés pour l'Euro 2020. Donc c'est à partir de là, si vous voulez, on est mi-octobre, début novembre, que les clubs agents en théorie commencent les rendez-vous pour préparer les besoins du mercato hivernal. Alors en théorie, le mercato hivernal c'est un mercato d'ajustement et c'est surtout pour dégraisser. C'est-à-dire que souvent tu vas entendre dans les clubs, on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter si on ne fait pas partir. Donc c'est pour ça que tu as beaucoup d'équipes qui vont mandater des agents afin justement d'essayer de faire partir certains joueurs. Je vous avais déjà expliqué un peu ça, qu'aujourd'hui ce qui domine le marché c'est le mandat de livrer aux agents, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous êtes un club, vous avez trop de joueurs sous contrat et vous en avez certains qui ne jouent pas trop. Et donc vous en avez parlé à leurs agents mais ça ne va pas trop. Donc ce que vous faites, vous nommez, vous mandatez vous-même un autre agent qui n'est donc pas l'agent du joueur en disant voilà, sur le Turquie, les Pays-Bas ou que sais-je, donc tu peux parler en notre nom pour essayer de trouver un club à ce jour-là. Ce qui fait ensuite qu'on a une prolifération d'agents, etc. Mais bref, ça, j'en ai déjà parlé pas mal. Alors bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo-là parce qu'il y a deux points. Le premier point, c'est que vous avez des clubs donc, qui commencent déjà à se réveiller et qui vont contacter divers agents intermédiaires en disant voilà, on cherche un arrière droit, on cherche tel profil, ils te donnent donc l'âge, le salaire potentiel, etc. Et vous avez donc des recruteurs, des agents et des intermédiaires qui vont ensuite proposer des joueurs. Et en fait, ils vont proposer quels joueurs? Et bien peut-être pas les leurs. Parce qu'ils vont aller voir sur Transfermarkt, ça se passe vraiment comme ça. Ils vont voir des mecs qui peuvent correspondre au profil, ils se renseignent un petit peu, est-ce que lui peut partir et tout, hop, ils proposent le mec. Donc ils proposent le mec au directeur sportif ou au responsable de recrutement qui l'a contacté, et il lui dit voilà, lui je sais qu'on peut l'avoir. Pourquoi? Parce qu'après ils vont se greffer au dossier, pareil. Voilà. Mais la plupart des clubs travaillent comme ça. C'est triste, c'est-à-dire qu'ils ne font pas appel à leur propre cellule de recrutement. Et ne croyez pas que c'est que des clubs exotiques. En France, je vais dire que 70 à 80% des clubs travaillent comme ça encore. C'est par suggestion d'agents, etc. Mais tu as quand même des équipes structurées qui essayent de faire du bon boulot en Europe et en France. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment un club structuré prépare justement son mercato actuellement. Alors la première chose, c'est que normalement il y a des rendez-vous qui sont élaborés entre toutes les composantes du club, notamment sportives. Et les deux principaux dirigeants du sportif, ça va être l'entraîneur et le directeur sportif. C'est-à-dire que l'entraîneur, lui, va lister ses besoins. Je vous donne un exemple. Il a besoin d'un défenseur central, mais il va avoir besoin d'un défenseur central avec un profil particulier. Si, admettons, il cherche surtout un mec axe gauche qui est capable d'avoir une bonne relance, ça va être ça le profil idéal. Ou s'il a par exemple besoin de quelqu'un qui, donc un défenseur central aussi, mais tu joues très très haut, donc il faut quelqu'un qui soit assez rapide. Bref, potentiellement, voilà, le profil doit être le plus ciblé possible. Dans le même temps, le directeur sportif, lui, il doit anticiper les départs de l'été prochain, les fins de contrat, etc. Recruter en hiver, c'est aussi te permettre de gagner du temps pour l'été. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin forcément de recruter en hiver. Tu peux même passer un deal en disant, voilà, tu vas laisser le joueur, il va terminer dans son club, mais tu vas le récupérer l'été prochain. Donc lui, le directeur sportif, en théorie, il doit anticiper tout ça. Il doit à la fois satisfaire les besoins de son entraîneur, tout en composant avec les finances du club, et troisièmement, en anticipant les potentiels départs. D'où l'idée d'une politique sportive, etc. Et évidemment, en ayant conscience du centre de formation et de potentiellement les jeunes qui peuvent arriver pour intégrer l'équipe professionnelle. Donc ça, évidemment, dans ces réunions-là, tu ajoutes en théorie le responsable du centre de formation, etc. Et le responsable, ensuite, de la cellule de recrutement. Parce que vous avez le directeur sportif qui est tout en haut. Ensuite, normalement, vous avez le responsable de la cellule de recrutement. Alors après, il y en a plusieurs potentiellement. Ça peut être une cellule de recrutement à l'international, cellule de recrutement en France, en Belgique, etc. Et ensuite, vous avez les recruteurs qui sont dessous, qui vont aller ici et là, se balader sur les terrains pour faire le rapport. Mais bref. Quand vous en êtes arrivé là, donc à peu près à ces dates-là, vous avez établi la liste des besoins, avec les finances, etc. Donc ensuite, vous avez la liste des profils voulus. Ensuite, donc, il y avait déjà votre propre base de données. Donc déjà, vous avez quelques noms, sans doute, les recruteurs ont des noms, etc. Et ensuite de ces noms-là, vous allez peut-être en ajouter d'autres. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le responsable de recrutement donc, va envoyer ses scouts sur place, etc. pour plus de rapports. Les rapports qui vont remonter en haut. Ensuite, il va y avoir d'autres réunions qui vont s'élaborer, potentiellement aussi avec les agents des joueurs, etc. ciblés, pour voir donc si les joueurs sont intéressés, si financièrement c'est accessible, si tout le monde est au courant. Pour ensuite, on va dire sur une liste, on va dire de profils, là je vais mettre 8-10 personnes, 8-10 joueurs, ça va être réduit à 4-5 joueurs et potentiellement ensuite 3. Et ensuite, tu vas voir le plan A, le plan B, le plan C. Donc ça, si vous voulez, cette pyramide-là, c'est une symbiose
nécessaire, je pense, entre les clubs, qui nécessite une communication entre toutes les parties. Parce que chacun est important. C'est-à-dire que la personne qui fait le rapport, là, le scout, qui est celui le moins bien payé en théorie, et ben, s'il le fait mal, après, ça peut gêner toute la chaîne. Normalement, ensuite, le directeur sportif va se déplacer aussi sur place, etc. Alors, je pourrais parler des rapports de recrutement, parce que normalement, c'est très sportif, c'est-à-dire que vous allez voir le joueur à l'extérieur pour tant de matchs, à domicile pour tant de matchs, dans les matchs à pression, etc. pour avoir une vision globale du joueur. Et pour ça, je vous recommande ce livre. Pour ceux qui parlent espagnol, El Método Monchi, hein, comme vous avez vu dans la petite vignette. Pourquoi? Parce que Monchi, alors on peut critiquer son passage à la Roma, je comprends bien, mais Monchi, en fait, ça a été l'un des précurseurs de comment un club doit travailler et comment un club doit structurer sa cellule de recrutement. Comme il disait, sans mes recruteurs, je ne suis personne. Alors évidemment, on peut toujours reprocher certains deals, etc. et que lui, des fois, prend des décisions personnelles. Mais globalement, il a énormément aidé. Et quand tu vois aujourd'hui un Victor Horta, qui aujourd'hui à Leeds, hein, qui est, je crois, directeur sportif d'ailleurs à Leeds, ben, il est passé sous la main de Monchi par exemple, et plein d'autres. Raphaël Montfort, et j'en oublie. Bon bref, si tu veux, Monchi, c'est quelqu'un qui a formé beaucoup de recruteurs, etc., qui directement dans les années 2000, 2004, 2005, avait une palette de recruteurs terribles, et également d'informateurs. D'ailleurs, tu t'aperçois qu'il y a un truc très intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a un chapitre sur la politique internationale. Pourquoi? Parce qu'un directeur sportif, comme je vous le dis là, il doit prendre en compte les besoins de l'entraîneur, il doit prendre en compte les besoins du centre de formation, les finances, donc les propriétaires. Il doit faire le lien entre tout le monde. Et en même temps, sur les recrues, il doit aborder l'aspect psychologique, qui souvent est oublié sur les cellules de recrutement, qui vont se contenter des fois sur un truc très sportif. Donc quand tu fais le travail en profondeur, comme il dit, tu as besoin d'avoir un regard sur la politique internationale et sur l'actualité à l'international. Et il donnait l'exemple, Victor Horta, qu'à un moment donné, Kanouté a eu une baisse terrible de rendement à Séville, parce que justement, eux, ils avaient attribué ça avec notamment ce qui se passait au Mali. Et donc, si tu n'as pas une connaissance approfondie quand même d'où viennent les joueurs, de leur background culturel, familial et tout, tu risques de moins le comprendre et de moins l'aider, et de l'aider justement à surmonter potentiellement des difficultés psychologiques. Donc ça, c'est un livre très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à comment on prépare des recrutements, pourquoi c'est pas une bonne idée de signer un joueur après une Coupe du Monde, etc. Bref, il y a plein de choses très intéressantes. Et là, en France, tu as des clubs qui commencent déjà à bosser à ce niveau-là, mais comme je vous dis, la plupart du temps, ils font pas ce système-là qui me semble un système vertueux. Ils vont se contenter de faire des suggestions d'agents ou d'intermédiaires qui ensuite ne sont même pas les agents des joueurs et ça crée un bordel pas possible. Mais il y a une raison aussi à ça, c'est pas uniquement la paresse, c'est aussi une manière de récupérer de l'argent facilement. C'est-à-dire, tu mets un agent avec un mandat club, il peut récupérer entre 5 et 10% de la somme, alors que des fois tu n'en as même pas besoin, tu te doutes bien qu'après, je vais pas vous faire un dessin là-dessus. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous permet de voir un petit peu plus clair, on aura le temps d'évoquer le mercato plus tard, il y a beaucoup d'infos, ça bouge beaucoup, parce que contrairement aux autres mercatos, comme je vous le disais, là tu as beaucoup de clubs, entre guillemets, UP qui sont décevants. Donc normalement le mercato d'hiver, qui est un mercato d'ajustement et presque de dégraisser en pensant notamment à envoyer des mecs dans le golf, etc. Là on risque d'avoir un mercato d'hiver beaucoup plus actif de part justement des clubs qui se déçoivent. Et vu la nouvelle attribution des droits TV en Ligue 1, il y a tous ceux qui vont pas avoir envie de descendre parce que justement ça va être un terrible manque à gagner. Et ceux qui ont besoin absolument de décrocher une place européenne, que ce soit pour rembourser des prêts comme Lille ou Bordeaux qui ont à tout prix besoin d'une qualification européenne sous peine d'avoir des difficultés à rembourser les prêts et ensuite on sait ce qui peut se passer, ou Lyon, ou Monaco, que sais-je encore. Donc par exemple en France, le mercato d'hiver, de ce que je sais, sera beaucoup plus actif que prévu, même si la plupart des clubs sont quand même un peu dans le rouge, parce que les joueurs ont des contrats très longue durée, et plus tu as un contrat longue durée, plus c'est compliqué de faire partir le mec. Donc voilà, les effectifs sont trop peuplés, etc. Ensuite les entraîneurs, bref. Il y aurait beaucoup à dire, mais attendez-vous à de l'activité pour cet hiver. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je suis désolé pour hier soir, je devais faire un live, mais alors ils ont tout changé sur YouTube. Avant tu faisais avec Google Hangout, c'était facile. Maintenant il faut des encodeurs et tout, et si t'as pas fait Bac+5 chinois, sinus, cosinus, tu n'y comprends rien, enfin moi je n'y comprends rien. Je suis absolument nul en technologie, je suis pas un streamer, donc bon, à voir, j'avais terminé sur mon Facebook. Donc voilà, pour tous ceux, parce qu'en même temps j'ai reçu un mot de YouTube, potentiellement il y a des gens qui se sont plaints, je sais pas, de spam ou je sais pas quoi, donc j'ai une menace que la chaîne peut-être soit un jour retirée, donc bientôt je vais créer une chaîne secondaire au cas où, et pour tous ceux qui veulent rien perdre, donc abonnez-vous en activant la cloche notification, et sur mon Facebook et mon Twitter pour ceux qui veulent suivre. Voilà, il y aura bientôt un espace, une espèce de plateforme aussi pour tout regrouper, parce qu'on sait jamais, si un jour on me strike la chaîne, au moins on est prudent. Bref, j'en ai assez dit, bon week-end à vous tous, et à bientôt.